Dans cet épisode, il est question de violences sexuelles et de trauma. Veillez à l'écouter dans de bonnes conditions. Si vous êtes concerné par ces violences, vous pouvez vous rapprocher d'associations comme le collectif féministe contre le viol, la Fondation des femmes ou encore Nous Toutes. Il y a aussi un numéro d'urgence, le 3919. Je suis fou. Obviously, Doctor, you've never been a 13-year-old girl. Leave Benny alone! Please! Pas la salpêtrière. Non, je trouve fait de choses, j'ai trop risqué pour entrer à l'académie. Je ne suis pas folle, vous savez. I say put mental health first. Calmez-vous. Je me calme si je veux. The more insecure I felt, the more I drink. Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement tu devrais aimer aller à la piscine. I am black and a woman and I'm not angry at all. Hell, I'm pissed the fuck off. I'm mad as hell. I'm so... C'est des cris qui n'ont laissé derrière eux aucune mémoire. Ici Folie Douce. Je suis Lorraine Bastide et dans ce podcast, j'entreprends avec mes invités un voyage dans leurs coulisses émotionnelles pour libérer la parole sur la santé mentale. À commencer par la mienne. Meuf, c'est un scandale d'être si cool. On n'a pas idée d'être si cool. En vrai, c'est cool ou pas? Bof, hein. Ici, Folie Douce, avec Judith Godrèche. La réconciliation avec moi-même est passée aussi par la découverte que j'étais pas unique et que justement, il y avait plein d'autres femmes, jeunes filles, petites filles qui avaient été victimes des mêmes hommes. Bonjour, c'est moi, la dame qui parle toute seule dans son micro rose dans la rue. Bonjour. Bonjour monsieur. Je suis un peu fébrile. Je m'apprête à rencontrer Judith Godrèche pour Folie Douce. Je suis très émue par cette rencontre qu'on essaye de faire arriver depuis plusieurs mois. Je suis rentrée en contact avec Judith à l'époque où sortait sa série pour Arte, Icon of French Cinema, au mois de novembre. Et à l'époque, j'étais encore en train de faire La Poudre, mon précédent podcast, pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi. Et il était question que je l'interviewe pour La Poudre. Et puis entre-temps, j'ai décidé d'arrêter La Poudre. Ce jeu de mots est hilarant et je vous autorise à rire. Et la voilà, plusieurs mois plus tard, dans Folie Douce. Parce qu'évidemment, ça fait complètement sens qu'elle soit là. D'autant plus que dans Icon of French Cinema, il est beaucoup question de psychanalyse, de psychologie, d'inconscient. Et je suis super heureuse qu'elle ait accepté de venir. On est en lien depuis plusieurs mois, donc on a eu plusieurs rendez-vous ratés. Et à chaque fois que les interviews étaient décalées, je me disais c'est une bonne chose parce que comme ça on pourra voir avec le recul, dans un moment plus calme, les effets que produisent sur elle toutes les différentes séquences politiques, médiatiques qui ont eu lieu ces derniers mois. Évidemment la sortie et la promo de sa série, puis la plainte qu'elle a déposée contre Benoît Jacot, son discours au César, son intervention au Sénat. Mais chaque jour, il y a un nouvel événement. Chaque jour, l'histoire rebondit. Et hier encore, j'ai vu passer des images d'elle en pleurs à l'Assemblée nationale, alors qu'une députée a annoncé l'ouverture officielle d'une enquête sur les violences sexuelles dans le monde du cinéma et du spectacle vivant. Et elle avait l'air extrêmement émue. Donc je suis fébrile parce que j'espère qu'elle va bien et c'est toujours délicat en tant que journaliste, mais aussi en tant que féministe et en tant qu'être humain, que de recueillir la parole d'une personne qui est en train de traverser des choses émotionnellement très remuantes.
Elle est super courageuse, elle est super solide et on l'a bien vu ces derniers mois à quel point elle ne vacille pas. Mais je suis pas dupe. Et pour avoir interviewé dans La Poudre beaucoup de femmes ayant été victimes de violences sexuelles, je sais à quel point reparler de ces événements peut être douloureux pour elles. Et moi-même, là, je bloque, j'hésite, je halète, parce que, en tant que femme, ayant été aussi victime de violences sexuelles, comme à peu près toutes les femmes que je connais, en tout cas, ça me laisse pas indemne non plus d'aborder ces sujets. Je suis un peu fébrile, donc, comme je vous le disais, et je suis un peu émue, je suis un peu stressée aussi, mais je suis surtout très fière et très heureuse que Judith Godrèche ait décidé de me faire confiance et de me dégager 1 heure de son temps au studio de Folie Douce, bonjour, où je vais pas tarder à arriver. Bonne écoute et des bisous. Tu vois, je peux le présenter en disant il a été enregistré début mai. Bien sûr. Je peux enregistrer une introduction pour ajouter un élément, tu vois. Évidemment. Donc, non, je comprends très bien. Voilà. Ça marche. On est bien pour toi, Thomas, c'est bon ? Alors, c'est parti. Je vais boire un peu d'eau pour avoir une plus belle voix. Judith Godrèche, vous êtes comédienne et réalisatrice. Vous êtes aussi devenue, ces derniers mois, l'une des figures du mouvement MeToo en France, en prenant la parole sur les violences et l'emprise qui ont été exercées sur vous pendant votre adolescence, alors que sous les yeux du grand public, vous deveniez une icône du cinéma français. Icon of French Cinema, c'est le titre de la série captivante que vous avez réalisée pour Arte, diffusée depuis fin décembre, qui a été vue par des millions de personnes, je crois. Énorme succès. Une série autobiographique que vous avez passé presque 10 ans à mûrir lors d'un exil en Californie. Cette série a été le catalyseur d'une libération de votre parole, puisque vous avez décidé en janvier de porter plainte contre Benoît Jacquot, réalisateur de 25 ans votre aîné, qui vous a dirigé dans 2 films et avec lequel vous avez entretenu une relation pendant plusieurs années à partir de vos 14 ans. Votre prise de parole en a mis en lumière d'autres, dans le milieu du cinéma notamment, celle des femmes qui ont témoigné contre Gérard Depardieu ou celle d'Isilde Lebesco, victime comme vous du réalisateur, mais aussi du comédien Aurélien Vic, victime lui aussi de violences sexuelles quand il était adolescent. Cela vous a donné aussi envie de recueillir d'autres paroles, celles de femmes et d'hommes dits anonymes, qui ont été victimes de violences sexuelles dans l'enfance ou dans l'adolescence. Vous avez pris la parole de très nombreuses fois dans les médias, mais aussi au César, devant le Sénat, à l'Assemblée, avec une franchise, un courage, une vulnérabilité qui suscite mon admiration. Nous sommes début mai, à l'heure où nous échangeons, Judith Godrèche. Le tourbillon ne semble pas prêt de retomber. On en parlait un petit peu avant que l'interview commence. Mais moi, je veux commencer par une question très simple. Comment allez-vous aujourd'hui ? Genre, vraiment. Aujourd'hui, comment je vais ? Je croyais que ça allait jusqu'à ce que je fasse un malaise avant de venir vous voir, mais j'ai une tension très basse, donc facile avec la fatigue et quand je saute trop de repas. Mais non, je crois que c'est sûr que c'est une question qui est compliquée à répondre ou tout simplement qui demande beaucoup de temps ou qui d'ailleurs s'inscrit autrement. La réponse s'exprime à travers justement des actions. Enfin voilà, j'ai le sentiment que je vais bien ou mieux quand justement je d'une certaine manière j'agis quoi. Vous n'allez pas, vous faites en ce moment, c'est ça ? Exactement. Ouais. Mais je vous entends, on en a parlé un petit peu avant, voilà, vous mettez littéralement de côté en ce moment les besoins fondamentaux, quoi, le sommeil, l'alimentation, il y a pas le temps, vous vous sentez un peu en ce moment dans une forme de mission. C'est quel moment de votre vie, quelle émotion vous traverse ces jours-ci ?
Oui, en tout cas, il y a une forme de responsabilité, c'est sûr. Comme d'ailleurs être un bon parent pour soi-même, c'est pas toujours évident. Être un bon parent pour ceux à qui on a tendu la main ou ceux à qui on a dit écrivez-moi, par exemple, à assumer cette proposition-là parce que ça implique une responsabilité, voilà, c'est pas des choses qui se font à la légère. Et puis inscrire ce que je sais du monde ou cette fenêtre ouverte sur le monde et ce monde-là que je découvre et que j'ai découvert récemment, la question se pose de savoir, ouais, ce que j'en fais, quoi. Voilà. Vous parlez donc de ce geste que vous avez fait pour les personnes qui vous suivent sur Instagram, dont je fais partie. Il y a un beau matin, on s'est levé et vous aviez posté dans la nuit des messages. Genre, si vous aussi, vous avez été victime de violences dans l'enfance ou dans l'adolescence, écrivez-moi. Vous avez créé une adresse mail. Vous avez reçu plus de 2000 mails. Et c'est... 6000. 6000. Ouais, j'avais pas le chiffre exact. J'imagine que ça augmente chaque jour. Enfin, c'est surtout d'ailleurs ce qui est peut-être plus impressionnant, même encore, c'est pas tant, le nombre évidemment, mais c'est surtout le peu de temps, en 15 jours, 5000. Ce qui veut dire, et puis ensuite, j'ai pas reposté, ce post existe à l'intérieur de... Mais vous voyez, il n'y a pas... L'appel n'a pas été relancé. Régulièrement, mais... Et puis d'ailleurs, au début... il y avait aussi, et d'ailleurs heureusement que je me suis rendu compte qu'il y avait un peu une forme de comment dire, presque de... Oui, justement, pas d'irresponsabilité, mais si, presque, que de me dire, comme si j'étais un enfant tout-puissant, une petite fille toute-puissante, qui pense que elle peut recueillir la parole comme ça, mais non. D'abord, c'est vrai que la raison pour laquelle j'ai créé une adresse email, c'est parce que je recevais tellement de messages sur Instagram que, en plus, je ne suis pas particulièrement tech-savvy et que je ne savais pas comment... Il y avait tellement de messages, j'arrivais pas à les lire, j'arrivais pas à savoir quels étaient ceux qui avaient été envoyés récemment, j'avais peur de rater des messages urgents ou graves. Et donc, je me suis dit, il vaut mieux que je crée une adresse email. Et l'idée n'était pas de créer une adresse email pour dire aux gens il faut m'écrire, mais plutôt comment formuler ça, c'est-à-dire comment dire plutôt que de m'écrire sur Instagram, écrivez-moi là. Et ensuite, et très rapidement, heureusement, et grâce à une conversation avec Édouard Durand et Emmanuel Piet, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument mettre... je l'avais déjà mis, mais en tout cas, c'était vrai, évidemment que c'était important qu'il y ait une réponse automatique avec des liens pour appeler des associations et pour être... parce que si quelqu'un m'écrit pensant que je vais lire dans l'heure son message et que c'est un appel au secours que je rate, il y a aussi, justement, cette responsabilité-là qui est de se dire... il y a des gens qui, depuis, qui ont passé leur vie à aider les autres et à s'organiser pour aider les autres. J'arrive comme une espèce de je sais pas, je voulais faire attention justement à ne pas m'inscrire à un endroit de utopique, irresponsable et... Ouais. Je précise donc Édouard Durand, c'est le juge qui a été à la tête de la commission d'investigation indépendante sur l'inceste, voilà, qui a fait un travail colossal, qui a recueilli lui aussi des milliers de témoignages d'inceste. Ouais. Et Emmanuel Piet, c'est la présidente de l'association du collectif contre le viol. Voilà. Donc oui, vous êtes encadrée, ça me rassure de le savoir parce que c'est pas rien en fait de recueillir la parole de personnes qui ont été victimes de violences sexuelles quand on l'a soi-même été par ailleurs. Ça peut avoir quelque chose de très traumatisant, de très réactivation, de très réactivant en fait pour votre propre traumatisme. Vous êtes accompagnée en ce moment, je me posais la question, est-ce que vous avez le temps ou l'espace de pouvoir ne serait-ce qu'envoyer des messages à quelqu'un, un psychologue, quelqu'un qui vous suit, qui s'assure que votre santé mentale va bien dans cette période un peu tourbillonnante? Moi, j'ai ma personne, quelqu'un à qui je parle toutes les semaines, mais par ailleurs, justement, à travers, d'ailleurs...
le CFCV, à travers l'association d'Emmanuel Piège, j'ai rencontré une personne, Sophie Lacombe, qui est venue d'ailleurs sur le court-métrage que je viens de réaliser, parce que il y avait 1000 participantes et participants qui étaient elles-mêmes victimes. Et du coup, on était très encadrés, entourés, etc. Et il y a cette femme, Sophie Lacombe, avec qui j'ai des conversations, mais qui d'ailleurs, et c'est là où moi je trouve ça très intéressant et très enrichissant, ce que je vis en ce moment, parce que ça crée même d'ailleurs des conversations philosophiques, en fait, et même une ouverture d'esprit, de l'introspection, et puis aussi, oui, une possibilité de comprendre ou de percevoir les décisions des uns, des autres, et le rapport au monde à travers cette fenêtre-là qui est évidemment très sombre et douloureuse, mais dont j'essaie de tirer en tout cas quelque chose qui s'ancre dans ma vie à un endroit où malgré tout, il y a quelque chose d'inspirant. Enfin, je ne vis pas les choses en ne les inscrivant que dans du... Enfin, c'est pas un choix, hein. C'est-à-dire que on ne choisit pas la manière dont on peut ou pas survivre ou affronter la douleur des autres et la sienne. Mais il se trouve que pour l'instant et aujourd'hui, j'ai le sentiment que ça a donné, que ça m'a permis de devenir plus intelligente, une meilleure personne, et d'ouvrir mon champ de réflexion sur la vie, sur le monde et sur moi-même. Hier, donc là on se parle, on est début mai, l'Assemblée nationale a annoncé solennellement et sous vos yeux ouvrir une commission d'enquête sur les violences dans le milieu du cinéma et du spectacle vivant. C'était une de vos demandes. Il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux et je vous ai vu pleurer. Vous que j'ai pas vu vaciller depuis plusieurs mois, même dans des moments aussi émouvants, votre discours au César où tout le monde était en chiale, sauf vous. Pourquoi vous avez pleuré hier? C'était quoi? C'était du soulagement, de la fatigue, de la joie? Je crois d'abord qu'il y a toujours il y a toujours cet enfant, il y a toujours cette petite fille en moi qui cherche à ce que les adultes la voient, à ce que les adultes, les grands, les gens du cinéma en l'occurrence à l'époque, les adultes du cinéma, ceux qui représentent l'autorité, la voient et prennent les bonnes décisions. Tous les appels au secours que je n'ai pas pu formuler, tous les regards qui sont restés suspendus ou les moments de solitude de mon enfance, c'est comme si tout à coup, ils s'ancraient ou ils avaient trouvé un lieu, ou en tout cas à un moment donné, celui hier, dans cette enceinte-là, dans ce lieu tellement symbolique de l'endroit des grands, l'endroit où pour que quelqu'un y soit entendu, il faut qu'il soit un grand. Et ben il y avait tous ces grands-là, pas grands parce que c'est des personnes extraordinaires ou que je parle de leur mais qui s'inscrivent à une forme de voilà, que c'est des gens qui représentent une forme d'autorité, de titre, font partie du gouvernement, et c'est un endroit où des lois sont débattues, décidées, votées. Et à cet endroit-là, la petite fille qui n'a pas pu être vue, entendue, sauvée ou protégée, j'ai le sentiment qu'elle avait été en effet vue par les adultes, quoi. Et à travers moi, parce que dans le fond, un enfant, une femme, un homme, quel que soit l'âge,
mais qui est dans un rapport de faiblesse face à l'autorité de l'autre, face à son pouvoir, redevient un enfant. Enfin, la position de l'enfant, c'est qu'il est dépendant. Mais il y a tellement de situations et de moments de notre vie où on est dépendant de l'autre, dépendant de notre patron, dépendant de notre prof. Et moi, j'ai le sentiment, en tout cas, que là où peut-être il y a on se reconnaît les uns les autres, c'est que, voilà, les gens qui m'ont écrit, et puis des gens qui m'ont pas écrit d'ailleurs, mais cette espèce de sentiment universel d'être la personne qui n'a pas eu son mot à dire à un moment donné de sa vie, quoi. Et c'est là, dans cet endroit-là, c'est particulier quand vous entendez vos propres mots dans le discours de toutes ces personnes qui ne sont pas mes amis, qui ne sont pas mes... Vous voyez, toutes ces députés. Qui symbolisent l'autorité absolue. Et qui lisaient des parties de tous mes discours. C'était très particulier, ouais. Au début, d'ailleurs, je ne pensais pas du tout être émue. Je ne savais même pas que j'étais filmée. Donc, en plus... Oui. D'ailleurs, c'est drôle parce que non seulement je ne savais pas que si j'étais filmée, mais ils ne m'ont pas mis à cette place. Enfin, j'aurais pu être derrière. Enfin, vous voyez, j'étais dans les rangs avec le public tout en haut. Enfin, il n'y avait rien de particulièrement officiel où il y avait des sièges derrière. J'aurais pu être vraiment dans le fond, en fait. Je me suis mis là parce qu'il y avait de la place. Mais c'était pas un truc organisé pour que je sois filmée. Et voilà, d'ailleurs, la personne qui a été filmée à ce moment-là et qui était là, c'est justement, d'une certaine manière, une anonyme. À l'Assemblée nationale, je ne fais pas partie des députés. Enfin, vous voyez, ma place, je rentre par la porte de derrière avec ma carte d'identité pour prouver que c'est moi. C'est rare qu'on s'intéresse aux personnes qui assistent au débat à l'Assemblée. Voilà, exactement. Ouais. La caméra s'est tournée sur le public. C'est touchant et de vous entendre dire qu'au fond, la personne qui se présente là depuis plusieurs semaines devant les puissants, devant l'Académie des Césars, devant le Sénat, devant l'Assemblée, c'est la petite fille que vous étiez. Et ça donne une résonance encore plus forte à un détail que j'adore, c'est vos pulls babards. Là, vous êtes devant moi avec un pull Mickey. Et c'est vrai que je voulais vous parler de cette touche d'humour, de couleur, de gaieté qu'il y a dans vos apparitions, qui sont, voilà, vous ne nous présentez pas en robe noire, vous venez avec vos couleurs et votre gaieté. Et en fait, ça fait entrer l'enfance. Je me rends compte peut-être symboliquement dans ces espaces de parole que vous créez. Mais la question que je vais vous poser ensuite, je la pose à toutes mes invitées, mais elle prend une résonance très particulière avec vous. Est-ce que vous étiez une enfant qui allait bien ? Non. Non. Enfin, oui et non. Enfin, ça dépend. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une vraie réponse à cette question Enfin, est-ce qu'il y a une réponse directe à cette question oui. Et puis ensuite, non. Mais en tout cas, j'étais une enfant qui avait une soif de justice assez particulière en elle. J'avais une intrépidité et un rapport à la défense d'une personne agressée très 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 tôt, qui était très présente et qui faisait peur. D'ailleurs, mon père avait peur pour moi à cause de ça, en fait. Ça se manifestait comment, par exemple ? Par exemple, j'ai un souvenir super précis. J'habitais rue Rambuteau, dans le Marais, à un moment de ma vie, parce qu'on a beaucoup déménagé, mais et il y avait un monsieur qui frappait son chien, et je devais avoir 12 ans, je crois. 11 ans, peut-être. Et je l'ai attaqué. Donc j'avais une espèce de force, d'absence de peur, en fait. Quand il s'agissait, j'étais prise presque j'avais des impulsions oui, comme quelqu'un qui perdrait complètement le sens de la réalité ou de
la force de l'autre, en fait, dans des moments comme ça. Bon, il y en a eu tout au long de ma vie, des moments comme ça, hein. D'ailleurs, il y a des moments qui ont rendu mes enfants très mal à l'aise. Mais donc, du coup, vous voyez, un monsieur, un jour, je me souviens d'ailleurs parce que je prenais l'avion avec Catherine Deneuve, je ne sais plus où on allait pour faire la promotion d'un film de François Ozon. Et je me souviens, en passant à l'aéroport, la sécurité, il y avait un monsieur qui faisait des espèces qui prenait sa fille par le cou en la serrant très très fort pour la punir de je ne sais quoi, une petite fille qui devait avoir 7 ans. Et c'était impossible pour moi à tolérer. Et donc, je suis intervenue également. J'ai parlé à la maman. Enfin, donc, donc, en fait, une espèce d'incapacité et parfois, d'ailleurs, je suis sûre d'ailleurs hein, que la réponse la plupart du temps et tout le temps même, et mêlez-vous de ce qui est... Enfin, ça ne vous regarde pas. Et ça m'est arrivé au Jardin du Luxembourg, un monsieur qui frappait son petit garçon qui devait avoir 3 ans. Enfin, vous voyez, donc en fait, vraiment, dans un truc comme ça, extrêmement épidermique, enfin très, très réactif, depuis toujours. Déjà depuis de petite fille, alors. Moi, j'ai été très surprise en lisant votre biographie de découvrir que vos parents étaient donc psychanalystes et psychomotriciennes, si je ne me trompe pas. C'est ça. Donc la réflexion sur la psyché, sur la santé mentale, sur la psychologie, c'est des choses qui étaient, j'imagine, présentes dans votre éducation, ou alors pas vraiment, parce que parfois, on sait que les cordonniers ne sont pas forcément les mieux chaussés. En tout cas, ce qui était présent, c'est le fait de savoir et d'être absolument consciente que mes parents travaillaient pour aider les autres. Que leur travail était d'aider les autres, plutôt. Je savais que ma mère aidait les enfants, que mon père, à un moment donné, travaillait à l'hôpital aussi avec des enfants, avait des patientes, des patients. Donc, je savais qu'en tout cas... et il était clair et formulé, d'ailleurs, que la raison pour laquelle mes parents avaient choisi ces professions-là était pour aider les autres. Et ça a toujours été pour moi très clair. Ensuite, et d'ailleurs, dans la famille de ma mère, qui est une famille très nombreuse, c'est quelque chose que je retrouve aussi dans la manière qu'ont toutes ses sœurs de s'entraider, d'être très... Ma mère est quelqu'un qui est énormément dans l'abnégation, toujours prête à aider, va aider votre grand-mère alors qu'elle vous connaît à peine, va sans aucune limite dans le don de soi, quoi. Vraiment très... Et alors ensuite, ça s'inscrit ou pas dans un rapport, on va dire... le rapport à la psychanalyse ou pas, ou vous voyez, c'est aussi des professions d'ailleurs très différentes en fait, hein, psychanalyste et psychomotricienne, mais en tout cas la présence et les conversations sur l'être humain en général et les conversations sur le cinéma, la littérature, la musique, l'approche de la vie a toujours été il y a toujours eu un biais très analytique, s'intéresser toujours plus aux choses peut-être qui ne sont pas immédiatement, qui sont pas forcément visibles à l'œil nu, voire dans une écriture cinématographique peut-être autre chose que juste... Donc aussi à ce niveau-là et au niveau de l'appréhension et de le rapport au monde en général, quelque chose de plus... toujours, oui, voilà, de... Chercher ce qui est caché derrière, le symbole, l'inconscient. Et le temps aussi de penser. Prendre le temps avant d'agir ou peut-être pas d'agir, parce qu'en plus, moi, je suis vraiment... Oui, surtout que vous êtes une enfant très impulsive, donc ça allait peut-être à l'inverse. Plutôt le temps de... Non, mais je dirais presque... Oui, le temps d'avoir une opinion, en tout cas. Voilà.
Je sais pas. J'ai le sentiment, en tout cas, que à tort ou à raison, et je pense que tout ça est lié à toute mon histoire, mais il y a quelque chose en moi qui aussi... alors, j'ai des convictions. Il y a des choses dont je suis... je sais que je les pense. Il y a des choses dont... ma vérité est ancrée en moi, la vérité de mon vécu mais en même temps, par exemple, dans ma vie de tous les jours, dans mes conversations avec les gens que j'estime et leur opinion est extrêmement importante pour moi. C'est-à-dire que le dialogue avec l'autre et ce qu'il a à dire m'intéresse énormément et me fait réfléchir de nouveau. Enfin, j'ai pas du tout le sentiment d'être ancrée dans une espèce de je sais pas, de certitude, donc le dialogue, en fait, pour moi, est quelque chose qui fait avancer le monde, quoi. Je suis désolée, mais c'est extrêmement troublant de vous entendre dire que vos parents aidaient des enfants, alors que la personne qui s'exprime devant moi, la première personne qui a parlé dans ce podcast et qu'on voit parler, c'est une enfant qu'on n'a pas aidée. C'est une enfant qui vient réparer le fait qu'on l'a clairement laissé tomber à 14 ans. D'ailleurs, on comprend dans la série, et puis vous l'avez par ailleurs raconté, que si la situation d'emprise que vous avez vécue a pu devenir possible, c'est que vos parents vous ont émancipé. À l'âge de 15 ans, vous avez eu une espèce de majorité avancée qui vous a permis de devenir, de vivre avec cet homme, d'acheter une maison. En fait, mon émancipation est arrivée, je crois que je devais avoir 16 ans, à peu près. Mes 16 ans révolus, et en fait, ça faisait déjà 2 ans que j'étais avec lui, et l'émancipation était vraiment pour qu'il ait accès à mon argent, en fait. Enfin, pour que je puisse acheter un appartement. Mais ce sont bien lui, vos parents qui ont pris cette décision. Enfin, c'est paradoxal, en fait, de vous entendre dire ça. Enfin, vous avez le sentiment que vos parents vous ont laissé tomber ou pas, au fond? Non, j'ai pas ce sentiment-là. Enfin, non. Et en plus, non. Enfin, et je trouve que c'est un discours dangereux parce que ensuite je pourrais vous expliquer par A plus B, c'est en passant par C, D et tout l'alphabet, à quel point et comment ce qui s'est passé dans ma vie, et en l'occurrence, alors l'emprise et le fait que j'ai passé de longues années avec Benoît Jacot, ça c'est une des facettes de l'histoire. Une autre facette de cette histoire, c'est une jeune actrice qui se retrouve seule dans une pièce avec un réalisateur, dans une pièce dans laquelle les parents n'auraient jamais été. Enfin, cette pièce-là, que ce soit le bureau de Jacques Doyon ou l'appartement de Benoît Jacot, à cet endroit-là, à ce moment-là, mes parents n'avaient pas de raison de penser, de croire que ces personnes allaient me violer. Donc ensuite, ce qui s'est passé au niveau de l'emprise, de l'ancrage dans ma vie, de son emprise sur moi, à quel moment les parents auraient dû, pas dû, tout ça, c'est le discours des agresseurs, ou plutôt de leurs avocates. De responsabiliser l'individu. Voilà, et de toujours écarter la culpabilité du violeur, de l'agresseur, pour la mettre sur les parents. Et d'une certaine manière, du coup, protéger le patriarcat, puisque dans le fond, l'homme se retrouve être lui-même à avoir fait, on lui a laissé l'enfant, ou non. Quels sont les adultes qui ont failli à l'enfant, ces adultes dont vous parliez tout à l'heure quand vous évoquiez votre émotion à l'Assemblée hier, qui a failli à la protection de l'enfant de 14 ans que vous étiez? Pour donner un exemple concret, dans les choses qui se sont passées aux yeux, au grand jour, on va dire, aux yeux de tous, c'est-à-dire par exemple une scène d'amour dans laquelle... c'est elle
qui l'a décrit, mais une scène dans laquelle Jacques Doyon, après avoir viré l'acteur principal pour s'octroyer lui-même le rôle du film qu'il réalise, dans lequel le personnage du père de Melville Poupeau a des rapports sexuels avec la meilleure amie de son fils, donc en l'occurrence moi, la fille de 15 ans. Quand on est en tournage dans cette maison isolée à Ibiza, sur laquelle mes parents ne pouvaient pas se rendre sur le tournage, et même quand ils sont venus d'ailleurs sur le tournage, ils restaient à l'hôtel parce qu'il y avait tant de places tant de voitures. Enfin, vous voyez, c'est un film à tout petit budget. Enfin, il y a toutes ces... Voilà. Et puis, de toute façon, on leur aurait jamais proposé de venir sur le lieu, dans cette maison, dont d'ailleurs Doyon aime isoler les films dans des endroits très isolés, etc. Et bref, quand il y a cette scène qui, dans le scénario, est décrite très sommairement et qui devient une scène mise en scène d'une manière très spécifique, qui est que je dois enlever mon pull, que je me retrouve torse nu, qu'il me roule des tonnes de pelle, et qu'il met ses mains sur mes seins, et qu'il me renverse sur le lit, etc., et qu'on doit faire cette scène 30 fois, ça, à ce moment-là, toute l'équipe technique aurait pu, et je pèse mes mots parce que je sais très bien ce que c'est que de travailler sur un film où le metteur en scène est roi, mais il n'y a pas eu un signe, un geste, même la possibilité, même rien que la possibilité de me demander comment je me sens. C'est-à-dire qu'en dehors d'aller affronter le metteur en scène et de lui dire « mais attends, tu vas quand même pas refaire la prise », et la réembrasser encore et lui plotter encore les seins. Et ça, c'est une chose. Cette personne se serait sûrement fait virer d'ailleurs, mais j'en sais rien d'ailleurs. Mais par contre, de tendre la main, c'est-à-dire est-ce que ça va ? Et c'était clair que ça n'allait pas. Et d'ailleurs, lui-même le sentait. D'ailleurs, et lui-même sentait ma résistance. Il a d'ailleurs donné des interviews dans lesquelles il dit que j'étais en résistance sur ce tournage. Cette scène, elle est dans le film. Il y en a plusieurs. Elle est dans la série aussi. Ouais. Elle est dans la série, elle est dans votre série. Ouais. Et ça me trouble en fait de vous entendre la raconter à nouveau, parce que je ressens là dans le débit de votre parole quelque chose qu'on ressent quand on regarde la série que vous avez réalisée, Icon of French Cinema, où quand il y a les séquences qui montrent votre adolescence, il y a comme une musique très particulière, une espèce de battement de cœur qui fait comme les tréfonds de la conscience qui remontent à la surface, et les souvenirs se présentent de façon un peu floue, un peu insistante, un peu désordonnée. Et j'ai l'impression, là par exemple, quand je vous vois réciter la scène, je vous vois partir les yeux dans le vide et être à nouveau habité par le moment. Je me demande si ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, tout comme par exemple la décision que vous avez prise de nommer Benoît Jacquot alors que vous ne le nommiez pas au tout début de la promo de la série, on n'est pas en train d'assister. C'est vrai que parfois je me fais du souci pour vous. C'est que vous êtes en train de vivre presque devant tout le monde une espèce de remontée de souvenirs traumatiques. Je sais pas, peut-être que je vous fais une espèce d'analyse trop bâclée en vous disant ça, mais... Non. Mais j'ai l'impression que c'est ça, en fait, que vous avez déclenché avec cette série, qui était comme une espèce d'ébauche, en fait, de ces bribes de violence que vous avez vécues adolescente, et que ça continue encore, là, maintenant, devant nous, journalistes publics, de remonter encore, quoi. Ou sûrement, ouais, vous avez raison. Oui, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ce que ma fille avait dit quelque chose que je trouve très beau, qui était que la série était comme une meilleure amie qui m'avait pris par la main et qui m'avait dit, mais tu sais bien que tu peux aller plus loin et que t'es badass, comme elle dit en anglais, mais en effet, je crois que la série m'a joué un tour un peu. Enfin, ouais. Elle vous a emmené à un endroit où vous ne pensiez pas aller. Ouais, en fait. Et puis tout ce qui s'est passé après, c'est très particulier. Et très particulier, et ça s'inscrit en plus
à un endroit de ma vie, enfin, vraiment de manière... ça s'inscrit dans le beau parce que, et dans le bien en même temps. Parce que, justement, moi, quand j'étais petite et quand j'ai grandi dans ce milieu-là, avec ces hommes-là, avec tous ces patriarches, tous ces intellectuels qui régnaient sur une cour de pseudo-intellos complètement en amour, il y avait aussi quand même, et malgré tout, une misogynie, mais absolue, et aucune place pour une possibilité de sororité ou tout simplement de solidarité entre femmes ou d'amis femmes qui auraient leur place. Enfin bon, moi, j'étais complètement isolée du monde et puis j'avais pas d'amis de mon âge, à part une amie, Caroline, mais que j'avais pas le droit de voir dans l'appartement où je vivais, où j'avais pas le droit d'avoir de visiteurs. Et puis sinon, on ne dînait qu'avec ses amis à lui. Et justement... Et puis, quand ces hommes, lui, parlait des femmes, d'abord, passé un certain âge, c'est limite s'il n'y avait pas des expressions de dégoût et vraiment une façon de parler des femmes qui avaient plus de 25 ans, c'était mort, quoi. C'était qu'elles n'existaient même pas pour lui. Et très, très, vous voyez, sur le jugement de l'apparence physique, enfin bon... Et donc, quand j'ai commencé, quand cette série a touché toutes ces femmes, pour moi, ça a été vraiment la réparation à travers ça d'années et d'années de prédisposition, pas de prédisposition, mais c'est comme s'il m'avait formée à ne pas à penser que les femmes étaient toutes mes ennemies et à faire croire qu'on était toutes des rivales et que d'ailleurs on se le disputait lui parce que les actrices elles veulent tourner avec lui et qui va avoir et puis aussi dans ce rapport de manipulation dont j'ai été victime et dont beaucoup d'actrices ont été victimes de toutes sortes de metteurs en scène, hein. Mais vous savez, cette idée et ce concept du « tu es unique ». Tu es unique. Donc évidemment, tu es unique et plus tu es unique, plus tu dois être isolé. Et plus tu es unique, plus tu fais attention aux autres qui ne sont pas uniques comme toi. Et dans le fond, pour moi, un des moments les plus salvateurs, la réconciliation avec moi-même est passée aussi par la découverte que j'étais pas unique et que justement il y avait plein d'autres femmes, jeunes filles, petites filles qui avaient été victimes des mêmes hommes, d'une même version, voilà, avec le même rapport, la même manipulation, et cette façon d'isoler les femmes et de leur faire croire qu'elles sont toutes des sœurs ennemies qui se disputent le père et que quand il en choisit une, elle est unique. Le mot « emprise » est récurrent ces dernières années dans le sillage de MeToo. Il est apparu dans la bouche des victimes déclarées de PPDA ou encore lors du procès de Tariq Ramadan. On parle d'emprise quand la personne qui l'exerce a un ascendant économique, intellectuel ou moral sur sa victime. Et on rencontre ce type de relation dans tous les domaines de la vie humaine, couple, famille, amis, secte, sport et bien sûr travail. L'emprise est un mécanisme psychologique difficile à décrire et à reconnaître juridiquement, parce que souvent la victime elle-même ne le perçoit pas et ressent une forme de culpabilité qui lui est renvoyée en miroir par la société. Pour la psychiatre Marie-France Irigoyen, autrice de « Femmes sous emprise », ce déni est une stratégie de survie. L'emprise laisse des séquelles durables sur les victimes. Anxiété, dépression, troubles du comportement alimentaire, stress post-traumatique. L'aide d'un ou d'une professionnelle de la santé mentale est souvent nécessaire pour s'en libérer totalement. Peu à peu, timidement,
Ce mécanisme psychologique commence à être pris en compte par la justice afin de caractériser des violences sexuelles. Et si vous voulez mon avis, il serait grand temps. Ça résonne beaucoup. Je sais que c'est un des livres qui a été à la source de votre prise de conscience, j'ai envie de dire. Le livre de Vanessa Springora, Le consentement. Votre prise de conscience que vous n'étiez pas seule et que ce que vous aviez vécu, ça correspond à un schéma, en fait. Et c'est vraiment ce qu'elle décrit également, l'isolement, en fait, et l'espèce de récit de l'unicité et de cette solitude. Et ce que j'entends aussi en vous écoutant raconter ces dîners auxquels vous étiez contrainte de participer, en écoutant toutes ces inepties machistes racontées par ces vieux mecs, ce que j'entends, c'est une pointe peut-être de culpabilité que je vous ai entendu aussi évoquer dans d'autres interviews. Par exemple, à l'époque de l'affaire Weinstein, vous avez fait partie des actrices qui avaient témoigné contre Weinstein, l'enquête qui a déclenché vraiment le mouvement MeToo en 2017. Et je vous ai entendu dire que quand la procureure de New York vous a proposé de venir témoigner au procès, vous avez dit « je préfère pas parce que ça risque de nuire en fait aux plaignantes ». Comme si en fait vous n'aviez pas une réputation ou ce qu'il fallait pour faire une bonne victime. J'ai entendu cette notion de culpabilité aussi émerger quand vous disiez je sais qu'il y a plein de jeunes filles de 15 ans à l'époque qui me voyaient être cette actrice branchée, cool, en couple avec un mec de 25 ans de plus, et du coup ça rendait les choses. Enfin, est-ce que vous êtes départie de cette culpabilité? Est-ce que vous en avez pris conscience? Est-ce que vous luttez contre? C'est quand même dingue, les violences sexuelles, c'est les seules violences où les victimes se sentent coupables, en fait. C'est hallucinant quand on y pense. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'il n'y avait pas de culpabilité. Ah non, il y a de la culpabilité, bien sûr. D'abord, c'est de la culpabilité, mais c'est plus que ça, c'est plus insidieux, c'est plutôt... c'est de la culpabilité et un sentiment d'être une tâche, d'avoir une tâche au milieu d'être en fait ce qui était valorisé quand j'étais petite par les hommes qui en profitaient qui était la marginale, le côté marginal de la relation était valorisé. Il me faisait voir à quel point c'était beau pour leur désir de possession de moi, enfant, jeune fille, était passé par la manipulation et me faire croire que c'était extraordinaire, tellement, et d'autant plus extraordinaire que complètement marginal. Je savais bien que toutes mes copines d'école n'étaient pas avec des mecs de 40 ans, à 14 ans. D'ailleurs, quand je lui demandais innocemment pourquoi il ne venait pas me chercher à l'école, parce que lui, il savait. Et moi, je savais bien qu'il y avait un truc, mais pas tant que ça, quoi. Mais parce que la marginalité était complètement valorisée par lui. Comme un truc, comme le plus bel amour qui n'ait jamais existé sur la Terre. Et cette marginalité, en grandissant et en comprenant ce que c'était vraiment, c'est devenu une marginalité en creux. C'est-à-dire, au lieu d'être un plus, pour moi, c'est devenu un moins. Alors, je continuais d'en parler dans des interviews avec une forme de légèreté, de désinvolture, ancrant ça dans quelque chose qui ferait partie d'une histoire, comme je parlerais de l'histoire d'une autre, comme un truc sur une Wikipédia, ou une particularité, un grain de beauté, vous voyez, à un endroit où on n'en a pas d'habitude. Mais en fait, moi, quand il s'agissait de décisions graves, des vraies choses de la vie, c'est-à-dire en parler à mes enfants, aller témoigner contre Weinstein, là, par contre, c'est là que ma blessure et le fait de me sentir sale s'inscrivaient. Non, je ne suis pas une bonne victime pour aller témoigner contre Weinstein parce que mon passé est marginal, mais pas en bien, pas parce que c'est beau,
mais parce que c'est pas beau, et que c'est bizarre, et que c'est glauque. Et puis à mes enfants, de ne pas leur raconter vraiment jamais, quoi. Donc en fait, toute cette espèce de beauté bidon et de romanesque inventée pour l'occasion par des mecs plus vieux, voilà quoi, ça tient pas la route. Ça se transforme en honte à la longue. Il y a une phrase que j'avais notée, je trouve vraiment que c'est fascinant. Moi, je voudrais comprendre comment elle a émergé, cette série, cette espèce d'outil. Vraiment, je recommande aux personnes qui nous écouteraient, qui ne l'ont pas regardée, de la regarder parce que c'est unique. Moi, j'ai jamais vu quelque chose. Elle est vraiment très particulière. Elle est captivante. Elle est hyper belle sur le plan esthétique. Il y a ses couleurs. Il y a ce personnage que vous incarnez qui porte toujours des pulls en mohair, rose ou jaune. Elle est très, très solaire et joyeuse. Il y a beaucoup d'humour. Vous quand même vous transformez à un certain moment en hamster géant. Voilà, c'est le cas. Je me sens vouloir spoiler la série. Et pourtant, c'est aussi cette série qui est venue chercher ce qu'il y avait de plus sombre et de plus douloureux, de plus honteux en vous pour le mettre dehors, vous aider à le sortir. Et apparemment, vous avez commencé à l'écrire autour de 40 ans, il y a une dizaine d'années. Et vous disiez dans une interview, à 40 ans, j'ai perdu l'horizon de mes désirs. Je peinais à reconstituer le puzzle de ma vie. Et je me demande ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que vous savez identifier ce qui s'est abattu sur vous ? En fait, je n'ai pas commencé à l'écrire autour de 40 ans. Ce que j'ai fait, c'est que je suis partie. Vous avez quitté la France pour les États-Unis. Vous viviez quoi à l'époque ? Rien, si ce n'est le désir de... Enfin, d'abord, il y a eu l'occasion qu'a fait le larron, c'est-à-dire qu'on m'a proposé d'écrire une série pour HBO. Mais par ailleurs... Moi, j'ai toujours eu envie de partir, en fait. Et j'ai toujours su que je partirais. Et d'ailleurs, je ne me suis jamais sentie à ma place, de toute façon. Ni légitime, ni à ma place. Jamais, à aucun moment, à aucun endroit. En France et dans ce milieu, j'ai toujours vécu ma place dans le cinéma comme le petit singe savant qui est avec Benoît Jacquot, ou la femme de Danny Boone, mais toujours dans une espèce de truc de représentation liée à un homme, enfin d'identification liée à l'homme. Enfin, les gens me voyant comme ou dans un truc de jugement permanent, ou alors justement quand j'ai enfin réussi à réaliser mon premier film et à justement assumer mon désir de réalisation et mon identité artistique, de manière en plus avec vraiment du courage, parce que j'étais terrorisée à l'idée de pouvoir dire que je prenais la place du père, c'est-à-dire Benoît Jacquot, que j'avais ma propre identité artistique et que je n'étais pas qu'une muse et une égérie. Et je m'en suis pris plein la figure. Toutes les filles pleurent en 2010, qui est hyper beau, que j'ai regardé et que j'ai trouvé, toute la sensibilité, le côté un peu, comment dire, j'avais envie de dire loufoque, et en même temps, c'est touchant et fou à la fois qu'on retrouve dans... Il est déjà là et il est magnifique, ce film. Je ne savais pas qu'il avait été mal accueilli à en l'époque. fait, le problème, c'est qu'il n'était pas appréhendé ou même regardé comme un film. C'était ce qui était critiqué, ou en tout cas, les conversations portaient uniquement sur... j'avais vraiment le sentiment que ce qu'on disait, c'est « mais pourquoi elle vient jouer dans la cour des grands l'actrice qui réalise, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment ce truc de j'avais le sentiment qu'il fallait que je meure pour revenir dans le corps de quelqu'un d'autre, pour réaliser le même film, mais j'avais même des fantasmes de... Et si je changeais de nom? Et si on ne savait pas ce que j'avais vécu avant? Et si j'envoyais ce scénario oui, des fantasmes que jamais je ne pourrais assumer, réaliser et entre guillemets, être célébrée pour autre chose que d'être l'objet des autres, des réalisateurs, et que je devais rester à ma place. Et quand mon livre est sorti, c'était avant d'ailleurs, j'avais 21 ans quand j'ai écrit mon livre, mais
Alors, c'est différent parce que le livre a été bien... Enfin, le livre a été très bien reçu par la presse, mais par ailleurs, pas compris non plus. Enfin, très bien reçu, mais on n'a jamais... Mais jamais vraiment, personne n'a jamais vraiment écrit sur le livre de manière... Enfin, il y a une part de moi qui, quoi que je fasse, a toujours été mise sous silence, quoi. Enfin, mise dans une sorte de truc bizarre, de boîte bizarre, où il fallait pas trop... à cet endroit-là, il ne faut pas faire trop de bruit, parce que c'est pas vraiment là que tu es censé... Tu dois pas vraiment t'inscrire dans ce registre-là. Et en fait, en partant, j'ai le sentiment d'arriver dans cette espèce de no man's land qu'est Los Angeles, avec cette ville sans centre, ces rues à l'infini, ce désert sur lequel a été bâtie une ville. Et c'est un peu comme ça que je me sens, moi. C'est un désert où tout est à réécrire, à recommencer, pouvoir arriver à définir ou à affirmer une identité qui n'essaie pas de contredire l'a priori et la perception des autres, mais qui sur une page blanche, quoi. Et voilà. Maintenant, ça a été très très difficile. Ça a été très difficile d'assumer ce départ parce que c'était un exil et j'ai tout quitté. Et je suis partie sans penser ni à jamais revenir ni à travailler en France. C'était un adieu, quoi. Enfin, à la France en tant que pays dans lequel j'ai un statut, une notoriété. Enfin, pour moi, c'était ouais. Donc cet arrachement, il a peut-être aussi servi de terreau à cette possibilité, cette page blanche. C'est bien la page sur laquelle vous avez écrit votre série. Il y a quelque chose dans la série qui m'a marqué quand je l'ai regardée, c'est que votre personnage, qui est votre double, passe toute la série à chercher une écoute bienveillante. J'ai tellement ri. Elle pique les rendez-vous de psy de ses enfants. Voilà, les enfants ne se présentent pas devant la psy, mais c'est la mère qui arrive et qui essaye de voler une séance d'écoute à des thérapeutes qui sont par ailleurs assez incompétents et qui échouent complètement à la rassurer. Et au final, c'est vers la fin de la série qu'elle s'allonge à côté de son employé de maison qui devient aussi son ami et qu'elle trouve enfin une écoute bienveillante, attentive, et qu'elle peut reprendre le contrôle de sa vie. Qu'est-ce que vous avez voulu symboliser par cette quête de votre personnage d'une oreille, d'une écoute? Bon, c'est aussi un clin d'œil aux années de psychanalyse et je trouvais ça drôle, enfin, un personnage qui transforme aussi tout le monde en psy. Oui, même. C'est vrai. Non, de toute façon, l'autodérision, c'est pas un truc très français, mais moi, j'adore me moquer de moi-même. Oui. Et puis, c'est vrai que cette actrice, cette femme qui à la fois se rend compte, mais ne se rend pas compte qu'elle accapare les personnes qui sont censées être là pour aider ses enfants et qu'elle se les accapare. Enfin, j'aime bien cette idée de personnage qui tend aussi un peu le bâton pour se faire battre, enfin, qui fait un pas en avant et 10 en arrière. Et en même temps, elle me touche parce que ce personnage, comme vous l'appelez, c'est aussi la jeune adolescente qu'on voit subir des violences sexuelles par flash intermittent dans cette série où il y a de l'humour, mais il y a aussi beaucoup de moments qui saisissent, quoi. Donc on a envie, en fait, qu'elle ait l'espace pour exprimer ce qu'elle a vécu. On a envie qu'un thérapeute lui dise vous avez subi des choses qui ne sont pas acceptables et vous avez besoin d'aide, en fait. J'ai ri, mais j'avais aussi envie que quelqu'un l'écoute vraiment. Ouais. Mais je pense que quelqu'un l'écoute vraiment, mais c'est elle qui s'entend. Et dans le fond, est-ce que le chemin, c'est pas ça? D'arriver à être entendu par soi-même? Est-ce qu'on n'est pas celle qui résiste le plus? Parce que on peut parler, et
que quelqu'un nous écoute vraiment et ça peut durer toute une vie. Il y a un endroit de notre vie où tout à coup, on s'entend. Et c'est là que tout commence peut-être, ou recommence. Cette série, c'est le moment où vous avez commencé finalement à vous écouter vous-même? Non, je crois pas. Non, je crois que le jour où je me suis écoutée, c'est le jour où je suis allée à la brigade des mineurs. Pour porter plainte, au mois de janvier. Donc il y a vraiment pas longtemps du tout. Ouais. La série, elle était plutôt liée à votre fille, qui joue à vos côtés dans la série, qui crève l'écran d'ailleurs. Franchement, elle est incroyable, elle danse hyper bien. Elle a aujourd'hui 18 ans, je crois, c'est ça. En tout cas, la voir être la jeune fille de 15 ans que vous avez été, ça vous avez prendre conscience en fait de l'enfant que vous étiez à l'époque où vous viviez tout ça. Ça a été comme une première étape. Oui, et justement, je crois que ça revient à ce que je racontais au début, qui est de se dire que j'avais cette force pour défendre les autres, mais pas pour me défendre moi-même. Enfin, en tout cas, sûrement que si, mais pas à cet endroit-là. Et que justement, quand ma fille a commencé à prendre des cours de théâtre et elle est danseuse et à vouloir être actrice, et j'ai eu cette vision de cauchemardesque d'elle entre les mains d'un réalisateur qui aurait l'âge de Benoît Jacot, ou même d'un homme qui ne serait pas réalisateur d'ailleurs. Et c'était, voilà, c'est difficile de penser à soi en tant qu'enfant, ou de se ou d'avoir même, d'avoir une vision, ou de revenir vers son enfance en pensée, tout en incarnant l'enfant qu'on était. Enfin, c'est même compliqué presque de pouvoir repenser à soi avec le corps qu'on avait à un certain âge, ou c'est même tellement douloureux, ou en tout cas, et pour moi, c'était tellement refoulé que c'est pas quelque chose qui faisait partie du tout de mon quotidien. Et d'ailleurs, je dissociais constamment parce que je pouvais voir des photos de moi enfant, mais je n'associais jamais ces photos-là et cette image de mon corps à celle de Benoît Jacot. C'était complètement dissocié, quoi. Tant et si bien que le jour où je me suis retrouvée devant une vidéo de lui avec moi à 17 ans, et pas à 14, mais assise à côté de lui lors d'un interview, une vidéo sur laquelle je suis tombée par hasard en cherchant des idées pour une scène pour ma série, et je suis tombée sur une vidéo de Lina où on le voit, et moi à 17 ans, interviewée par un journaliste pour parler de La Désenchantée, et je revois cette vidéo et je m'effondre complètement, et dans un état de désespoir et de panique et de larmes et impossible d'arrêter de pleurer. Donc tout d'un coup, l'incarnation physique de ma jeunesse à côté de cet homme-là, alors que pourtant dans ma tête, c'était pas... Enfin voilà, ce qui veut bien dire que le refoulement et oui, en effet, comme vous disiez au début, je pense que je suis en train de vivre la mémoire traumatique et revient, et que ces choses-là... Enfin, d'ailleurs, pour moi, ça a été vraiment très, 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 très clair que c'est à partir de ce documentaire de Gérard Miller que mon inconscient a fait un travail Enfin, que les informations sont remontées petit à petit de manière complètement... Le traumatisme, je le vis depuis peu de temps, en fait. Ouais. C'est vraiment très, très particulier. Et d'ailleurs, comme je n'ai jamais lu, je me suis jamais... j'ai jamais lu, je me suis jamais confrontée à ça, j'ai jamais su que ça existait même d'ailleurs, puisque je n'ai jamais parlé de ça à personne. La mémoire post-traumatique. Ouais, donc du coup, je me suis retrouvée à vivre ça sans même pouvoir mettre des mots dessus. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Les cauchemars, les hallucinations, les flashs, les crises de panique, les tremblements, c'est très particulier quand on ne vous a pas du tout... Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que qui que ce soit me préviendrait, puisque dans le cadre de ma vie, dans ce que je vivais, de cette... oui, de ce silence... accepté par tous et qui était censé ne jamais se briser, d'ailleurs. Et pendant toute cette période, ces 30 ans de silence et de solitude, comme vous l'avez dit au César,
il y avait des signaux, des moments où vous vous disiez il doit y avoir quand même quelque chose de cassé ou quelque chose qui doit être réparé? C'est drôle parce qu'en fait, je me souvenais d'un jour où je me suis fâchée, révoltée contre Benoît Jacquot à un dîner au Festival de Cannes où par hasard je me suis retrouvée assise à côté de lui. Et en fait, la raison pour laquelle je me suis révoltée à ce moment-là, c'est parce que j'étais enceinte. J'avais les hormones à bloc et j'étais très enceinte. Et j'étais au courant d'un comportement qu'il avait avec dans sa vie quotidienne, dont je ne peux pas parler, enfin dans sa vie personnelle, vis-à-vis d'une femme. Et je me suis mise à l'engueuler, à lui dire comment est-ce que tu peux... Et c'est drôle parce que ça m'est revenu récemment, je me souviens très très bien de ce dîner, même de l'avoir croisé la veille, et de l'avoir, oui, confronté en lui disant comment tu peux te comporter comme ça avec cette femme. Et c'est intéressant dans le fond de se dire qu'à cet endroit-là, je me suis retransformée en cette personne qui, face à des injustices ou qui se permet de faire, on dirait, quelque chose qui la regarde pas, mais pas à mon endroit, moi, du tout. Quoi. Ouais, mais ça vous regardait pourtant, ça vous regardait vraiment. Mm. Mais évidemment, quand j'y repense, je me dis c'est sûrement par hasard que j'étais enceinte de mon fils. Et, ouais. Je voulais parler de cette phrase qui a été reprise partout, qu'on a vu inscrite sur des pancartes dans des manifestations. Il faut se méfier des petites filles. Elles touchent le fond de la piscine, se cognent, se blessent, mais elles rebondissent. Cette phrase que vous avez dite au discours des Césars. Cette image, elle est trop vraie pour pas être vraie. Elle vient d'où? Comment elle vous est venue? Elle m'est venue à cause de Didier Sandre, qui, quand il m'a accompagnée au Festival de Deauville où ma série était présentée, et qu'il est venu à la projection c'était une projection de tous les épisodes d'un coup. C'était quand même... fallait... intense, ouais. J'imagine, ouais. On est allé dîner après, et il m'a dit qu'il avait été bouleversé, et notamment par cette force que j'avais, cette espèce d'énergie incroyable de quelqu'un qui se cogne au fond de la piscine, ou enfin qui touche le fond de la piscine et qui rebondit. Et cette image, enfin cette phrase de lui Didier, qui... Pardon, mais c'est qui? Je vois pas. Didier Sandre? Ouais. C'est un des plus grands acteurs de théâtre, un des plus grands acteurs qui existent, qui était à la Comédie Française pendant... Il joue mon père. Ah, c'est celui qui joue votre papa dans la série. D'accord, ok. Et qui d'ailleurs par hasard a joué au théâtre de nombreuses fois avec Lunilla Michael, qui joue ma mère, mais je ne savais même pas qu'ils se connaissaient. Ah oui. Ouais, quand je leur ai proposé à chacun séparément les... Mais voilà, quand Didier m'a dit ça, voilà, c'est resté un peu comme un... Et puis voilà, pour moi, c'est vraiment c'est vraiment vrai, comme dirait un enfant. C'est vraiment vrai. Il faut se méfier des petites filles, ouais. Moi, cette image, en tout cas, elle a réveillé quelque chose vraiment de l'enfance, quoi. Quelque chose que j'ai probablement dû vivre à 7 ou 8 ans, quand on essaye de flamber au bord de la piscine, qu'on se rétame, qu'on fait un plat, qu'on ça fait mal, en fait, on y va quand même, et on fait non, même pas mal. Je l'ai trouvée très forte, et je pense que c'est pas pour rien qu'elle a été autant reprise. Elle est universelle, elle est belle. Il était incroyable, votre discours. Judith Godrèche, avec le recul, quelle est la meilleure des thérapies? Alors là... Je pourrais pas répondre avec une phrase qui serait juste, parce que j'ai le sentiment que... Peut-être d'ailleurs, j'ai tout simplement pas la réponse. Et j'espère que c'est pas les années,
Le temps. C'est une réponse qui revient régulièrement. Ouais. Qui me parle pas mal. Ouais. Je sais pas quelle est la meilleure des thérapies, mais en tout cas, si on peut se dire et si on peut essayer de transformer pas de transformer, mais de voir les choses sous un angle qui malgré tout, je sais pas. Enfin, voyez, par exemple, moi aujourd'hui, si vous me dites alors. Enfin, voyez, je ne reçois pas de scénario pour travailler, je reçois des menaces de mort, ma fille a reçu des menaces, je reçois je suis poursuivie en diffamation, des lettres d'intimidation. Enfin, voyez, on va dire que mon paysage et pas particulièrement un ciel bleu avec des petits oiseaux qui volent. Et il y a quand même énormément d'agressivité, de noirceur. Et j'ai un peu par moments le sentiment d'être un truc criblé de balles, mais qui tient toujours debout, quoi. Et je pense qu'en tout cas, il y a une chose, et je dis ça vraiment en toute humilité, j'espère, mais il est encore temps que ça... Enfin, je veux dire, ça continue, mais... J'ai quand même malgré tout le sentiment que tous vécu toute cette expérience de vie qui n'est pas particulièrement gaie, s'inscrit à un endroit où j'ai l'impression d'être devenue une personne meilleure. Et qu'au lieu de me durcir, d'inscrire tout ça dans une forme d'agressivité, de revanche sur la vie, d'envie de faire du mal ou de me... et évidemment que je veux que justice soit faite et que j'ai absolument des désirs de justice et et que la réparation passe par la justice. Hein. Mais en même temps, profondément, j'en suis persuadée que à travers tout ce que j'ai vécu et cette fenêtre ouverte sur le monde et la noirceur de tout ça, je pense être devenue quelqu'un de mieux. Voilà, quelqu'un qui est plus capable de se remettre en question, de s'excuser, et que peut-être que d'une certaine manière, les choses que les gens n'ont pas été capables ou ne sont pas capables de faire avec moi, je le multiplie pour le vivre quand même. Donc voilà, peut-être que ça, en tout cas, c'est la meilleure des thérapies, le détour. Ouais, mais c'est vachement beau. Merci beaucoup. Merci. Merci. À l'heure où j'enregistre cette conclusion, Judith Godrèche présente en ouverture d'un certain regard à Cannes, Moi aussi, son court-métrage qui rassemble 800 victimes de violences sexuelles. Dans les kiosques, Le Monde affiche en une un groupe de 100 victimes de violences sexuelles qui ont osé dire publiquement « moi aussi ». Parmi ces femmes, il y en a plusieurs avec lesquelles j'ai eu la chance de m'entretenir dans mon précédent podcast, La Poudre. Je vois la dignité, la force de Christine Angot, de Vanessa Springora, de Axelja Njike, Sandrine Rousseau, Rachel Keke, Cécile Duflo. Je les vois, elles et toutes les autres. Des femmes qui parlent et ont parlé depuis des années, parfois des décennies. Et je me demande ce qui bloque. Ce qui fait qu'il faut, encore et encore, tendre le micro à ces récits, à ces dommages corporels et psychiques, à ces blessures profondes que la société refuse de réparer collectivement. Les violences sexuelles, c'est le lieu par excellence où les luttes féministes et la réflexion sur la vulnérabilité se rejoignent. J'espère de tout mon cœur que cette fois sera la bonne, et j'envoie toutes mes forces à ces femmes et ces hommes qui continuent de monter au front, malgré l'usure et la fatigue, ce sentiment assourdissant qu'elles parlent, mais qu'on ne les écoute pas. Et tout particulièrement à Judith Godrèche, que je remercie infiniment pour sa confiance. Allez, prenez soin de vous et prenez votre temps. Folie douce est un podcast créé, produit et animé par Lorraine Bastide. Production Marie-Laurence Chéry, assistée de Léa Rivière. Réalisation et mixage Marion Emery. À la prise de son, Thomas Torres. La musique est une création originale de Irma et les visuels sont signés Louison Colhomme.
Merci infiniment à Morgane Noam, psy engagée, pour ses conseils et sa réécoute exigeante. Folie douce, c'est un podcast que je produis grâce à la publicité, mais aussi grâce au soutien de mes auditeurs et auditrices. La meilleure façon de m'aider à continuer, c'est de vous abonner à la version payante de la newsletter de Folie douce, dans laquelle je vous conseille 2 fois par mois des livres, essais ou fiction, récents ou non, qui parlent de santé mentale et où j'interviewe leurs auteurs et autrices. Vous y trouverez aussi des petits billets avec des conseils et des blagues et des recommandations de podcasts, articles ou films. Vous pouvez évidemment aussi vous abonner à la version gratuite pour être tenu informé de toutes les sorties d'épisodes. C'est hébergé par Kessel, le lien est dans la description de l'épisode, et sinon vous tapez Folie douce par Lorraine Bastide.